vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse, comme chaque jour, de vous retrouver et de voir s'écrire la belle histoire de fidélité et de partage qui est la nôtre. Merci pour votre fidélité à RTL et à En effet pour s'entendre. Cette émission qui ne pourrait se faire sans vos témoignages et vos envies. Alors aussi, n'hésitez pas à nous proposer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans cette émission. Nous ferons en sorte de vous satisfaire et de répondre à vos questions. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 16h et en direct, s'il vous plaît, sur RTL, 3210, Facebook, blog, Twitter, tout est en marche. On vous attend. J'ai une vision ce matin, figurez-vous. Notre émission du jour va être passionnante et même extraordinaire par ailleurs. C'est une merveille d'ignorer l'avenir, a écrit un jour Marguerite Duras. Pourtant, une personne sur 4 consulterait chaque année l'un des 100 000 spécialistes de la prédiction en France. Alors peut-on connaître réellement le futur? Ou peut-on réellement connaître le futur? C'est peut-être plus français. Comment expliquer cette faculté? Que dit la science aujourd'hui? Pourquoi tant de personnes consultent? Quelles précautions prendre afin de ne pas tomber sur un charlatan? Notre invité aujourd'hui, qui a peut-être toutes les réponses à vos questions, est le journaliste scientifique Jocelyn Morisson. Jocelyn est l'auteur de l'ouvrage La Voyance, une enquête aux frontières de l'occulte aux éditions La Martinière. Jocelyn Morisson, soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, qu'est-ce qui a fait Jocelyn Morisson qu'un journaliste scientifique se soit à ce point intéressé à la voyance pour en faire un ouvrage? Eh bien, c'est un intérêt qui remonte à quelques années, puisque en fait mon premier livre portait déjà sur ce sujet-là. J'avais fait la biographie d'une voyante toulousaine, suite à une rencontre qui avait été permise par un universitaire, un des rares universitaires qui s'intéresse à ces sujets-là, qui s'appelle Yves Lignan. Et voilà, donc l'intérêt pour la voyance, il est venu en fait de la découverte en fait de ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Dans un premier temps, c'est ça qui m'a interpellé. Donc les états modifiés de conscience, ça commence par le rêve. Il y a la transe, après il y a des expériences un peu plus extraordinaires comme ce qu'on appelle les sorties du corps, les expériences de mort imminente, ce genre de choses. Et dans ces vécus, en fait, il y a des aspects justement de perception extrasensorielle. Oui. Donc c'est l'appellation un peu générique pour décrire les phénomènes de voyance et de télépathie. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis intéressé à ce qu'on appelle la parapsychologie scientifique. Et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de données qui existaient déjà, qui étaient largement ignorées par la communauté scientifique, par les intellectuels entre guillemets au sens large. Et en creusant ces sujets, je me suis aperçu qu'il y avait des choses très intéressantes à en tirer. Il y a des questionnements bien sûr derrière d'ordre philosophique aussi sur la nature de la réalité, la nature du temps, etc. Donc voilà, je suis devenu passionné par ces sujets. Alors que dit justement le journaliste scientifique que vous êtes de la voyance? Parce que ce voyage aux frontières de l'occulte, on l'a pas tous fait, on le fait grâce à votre ouvrage. Et c'est vrai qu'on passe un peu d'un état à l'autre, c'est-à-dire la curiosité, parfois un petit peu d'effroi aussi à la lecture de certaines situations que vous racontez. Quel est votre point de vue, vous, après tout ce voyage et toute cette enquête? Mais en fait, quand j'ai vu que vous aviez intitulé l'émission « Peut-on connaître l'avenir ?», ça m'a inspiré certaines réflexions, parce que pour moi il y a deux questions en fait dans cette question-là. Il y a d'une part, est-ce que l'avenir est connaissable, c'est-à-dire est-ce qu'il est d'une certaine manière, est-ce qu'il existe quelque part, est-ce qu'il est déjà écrit, est-ce qu'il est écrit d'une certaine façon en tout ou partie. Ça c'est une première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a certaines personnes qui effectivement sont capables d'accéder à ces informations-là. Et moi, je réponds oui aux deux questions, sans hésitation. Alors maintenant, après, bien sûr, il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par un futur qui serait déjà écrit. Moi, mon idée, c'est que le futur est pas complètement écrit. Il est écrit en partie. Je m'appuie, bien sûr, pour ça, sur des témoignages aussi, des rencontres que j'ai pu faire aussi avec des scientifiques qui s'intéressent à ça. Et je pense que c'est ce que disent aussi beaucoup de voyants, en fait, c'est que le futur n'est pas complètement écrit, mais il est en partie écrit, ce qui correspondrait à ce qu'on appelle la destinée, le destin. Et on a quand même la capacité d'agir par rapport à ce destin, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, heureusement. On peut faire des choix et qui vont nous conforter ou pas sur cette ligne qui est notre destinée. Donc on écrit quand même un petit peu les choses, rassurez-moi. Je suis convaincu qu'on écrit complètement les choses. Parce qu'on a Jack qui justement a réagi sur Facebook. Si on peut prédire l'avenir, cela signifie donc que tout est déjà écrit et que donc notre vie et notre libre arbitre n'existent pas. Ne sommes-nous pas libres de nos choix? C'est effectivement la question à laquelle vous venez de répondre. Et puis Karine qui nous écrit « Je marche au
destin et l'idée de prévoir mon avenir me fait peur. Si quelque chose m'arrive, je me dis quand même que c'était écrit. Alors c'est vrai qu'on a énormément de messages qui ont brassé plein de sentiments. Je suis cartésienne, trop cartésienne pour croire à tout cela, nous écrit Stella. Et puis en même temps, Laurence, j'ai consulté, j'ai été bluffée car pour le moment, tout s'est passé comme me l'avait prédit ce voyant. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Chaque personne est totalement libre. Je vous demandais il y a un instant si on disait Jocelyn Morisson ou Jocelyn Morrison. Donc c'est Morrison oui, en plutôt, France, plutôt à la française. Mais ouais. c'est Morrison à Boston, puisqu'on va filer à Boston si vous le voulez bien. Nous avons la chance, et ça c'est formidable, et je vous remercie, et un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent depuis l'étranger. Nous avons la chance d'avoir des auditeurs parfois au-delà de nos frontières, au-delà des océans, qui nous sont fidèles. Et Caroline nous a appelé de Boston. Bonjour Caroline. Bonjour Flavie. C'est pas la peine d'aller vivre à Boston si vous avez le même temps qu'à Paris. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein, vous savez qu'ici, en tout cas sur Paris, c'est pourri. C'est la même chose chez vous? Oui, là, c'est pas terrible non plus aujourd'hui. Bon, en tout cas, voilà, merci de nous appeler de Boston, même si votre ciel est gris comme à Paris, et puis nous n'avons évidemment pas la même heure. Vous avez souhaité nous contacter quand vous avez appris le thème de cette émission, puisque vous avez rencontré déjà plusieurs voyants dans votre vie. Tout à fait. J'en ai vu, j'ai dû en voir une dizaine, et dont 2 de manière très régulière pendant à peu près une dizaine d'années. En France et aux États-Unis ? En France. Aux États-Unis, je n'en ai vu qu'une, oui. Qui, il y a à peu près 3 ans, j'avais quelques difficultés pour avoir un bébé. Donc ça m'inquiétait un petit peu, et je suis allée voir cette dame il y a 3 ans. Et vous allez nous raconter nous raconter la suite dans un instant. D'accord. Justement, si vous le voulez bien, on va marquer une courte pause sur l'antenne d'RTL. On va vous retrouver, vous Caroline. En plus, vous habitez à côté de Salem. Près des sorcières, J'habite en fait. à Salem. Vous habitez à Salem. Bon, voilà, c'est ça. Oui. Donc, on va parler de Salem dans un instant avec Jocelyn Morisson et puis tous nos auditeurs. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez appeler le 3210 ou rendez-vous sur les réseaux sociaux. Caroline, on vous retrouve à Boston dans un instant et nous, on marque une courte pause. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct comme chaque jour sur RTL jusqu'à 16h. On est fait pour s'entendre avec aujourd'hui le journaliste scientifique Jocelyn Morisson qui a fait un voyage aux frontières de l'occulte, un voyage et même une enquête aux éditions de La Martinière. Les coordonnées de l'ouvrage seront sur notre page Facebook en fin d'émission. Une petite histoire drôle reçue par Patricia sur Facebook. C'est l'histoire d'un mec qui décide d'aller voir une voyante. Il frappe à sa porte et là, la voyante lui dit « Mais qui est-ce ?» L'homme, super déçu, s'en va. Aujourd'hui, nous parlons des voyants. Est-ce que les voyants connaissent tout et savent tout, justement, selon vous, Jocelyn Morisson ? Oui, mais cette histoire, elle illustre parfaitement le fantasme qu'on peut avoir par rapport à la voyance. Et moi, je l'ai vu sous forme de dessin humoristique à de nombreuses reprises, cette petite blague. Et je la trouve très drôle, bien sûr. Cette petite blagounette. Voilà, et c'est vrai que ça illustre l'idée qu'on peut se faire de la voyance dans une image un peu fantasmée. C'est-à-dire que quelqu'un qui est voyant, on suppose qu'il peut tout voir, et donc il ne saurait... Même à travers la porte. Voilà, il ne saurait ignorer qui vient ou la consulter. Et voilà, en fait, bon, c'est sûr que c'est une idée fausse. Hein. Les voyants n'ont pas accès non plus à tout. Et ils n'ont pas la science infuse, quoi. Sinon, ça se saurait. C'est pas une science exacte. C'est pas une science du tout, d'ailleurs. Est-ce que c'est un don, la voyance ? Caroline nous appelle de Boston. Elle va nous dire aussi ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est un don, la voyance ? Oui, je pense qu'on peut parler de don pour certaines personnes qui sont médiums, voyants. Oui, c'est une faculté, en tout cas, à entrer aussi peut-être dans un certain état modifié de conscience aussi. Des gens disent qu'ils sont en transe. D'autres se réfèrent plus à des notions de spiritualité. Ils estiment que c'est plus du ressort de la prière ou ce genre de choses. Mais je pense que oui, c'est une faculté qui aussi, selon beaucoup de gens, est latente en fait chez tout le monde, quoi. C'est-à-dire, tout le monde aurait cette capacité-là. Et ça rejoint aussi notre capacité d'intuition en fait naturelle qu'on peut plus ou moins développer. Et ça peut aller justement. Alors l'intuition amène à la créativité, qui amène à la voyance. C'était le propos que j'ai développé dans un précédent livre aussi. Et je pense que c'est lié, toutes ces notions-là sont liées entre elles. On va demander à Caroline justement ce qu'elle en pense. Caroline, vous êtes toujours en ligne de Boston. Merci pour votre fidélité à RTL. Et de rien. Alors, est-ce que vous pensez que les voyants ont un don, selon vous ? En tout cas, est-ce que c'est ce qui vous a motivé quand vous êtes allé les voir la première fois ? Oui, je pense. Enfin, j'en ai rencontré, en tout cas, qui, notamment un monsieur sur Toulon, qui se disait médium. Et la première fois que je suis allée le voir, il m'a dit je vois beaucoup de mots autour de vous, je vous vois écrire sur des tableaux, je vois beaucoup de gens, beaucoup de collègues. Et en fait, j'étais professeure à l'époque, je changeais d'école régulièrement, je faisais de la formation continue.
Il a également vu des problèmes de santé de mon papa sur une partie bien précise du corps. Il m'a également prédit que je rencontrerais quelqu'un qui serait artiste, et il voyait des oiseaux autour de lui, et j'ai rencontré donc quand j'ai rencontré mon mari, il est photographe, et ses parents ont beaucoup d'oiseaux chez eux dans des cages. D'accord. Donc j'ai été un petit peu bluffée, et la première voyante que j'avais vue, c'était avec des cartes. J'avais une 20aine d'années, et elle m'a expliqué. Donc j'y allais parce que je voulais savoir si j'allais avoir mon diplôme, mon DUG ou ma licence. Elle m'a clairement dit que ça, c'était pas de son ressort, mais il fallait que je travaille. Non, mais c'était honnête, au moins. Oui. Ouais. Comme disait votre invité, notre destin, on le prend en main aussi un petit peu. Heureusement. Par contre, elle m'a dit que je le ferais tout très tard dans ma vie, que dans une dizaine d'années, donc à l'époque j'avais 20, 22 ans, que vers 30, 35 ans, je rencontrerais quelqu'un qui ne parlerait pas ma langue, que j'habiterais très loin d'où j'étais, là j'étais à Paris à l'époque, et que j'habiterais près de l'eau. Et donc j'ai rencontré mon mari aux États-Unis, donc il parle pas français, et j'habite donc aux États-Unis, à Salem, qui est une ville bordée par l'océan Atlantique. D'accord, ok. Et alors, juste avant que l'on marque une courte pause, tout à l'heure, sur l'antenne d'RTL, vous nous parliez de cette voyante que vous aviez vue et qui vous avait prédit, enfin, vous aviez en tout cas, à cette époque-là, des difficultés pour faire un bébé. Complètement. Donc c'était il y a 3 ans à Salem. Donc je me suis décidée d'aller voir, parce que c'est rempli de voyants ici. Donc je me suis décidée d'aller en voir une. J'étais très angoissée parce que je voulais avoir un enfant. Et elle m'a dit de pas m'inquiéter. Voilà, elle a des petits cheveux frisés. Elle m'a dit que j'allais avoir besoin d'aide. Donc, est-ce que c'est ça qui m'a boosté un petit peu pour aller consulter des spécialistes? Je n'en sais rien. Je l'aurais fait de toute façon. Oui. Est-ce que c'est le fait qu'elle m'ait dit que j'allais avoir une petite fille qui m'ait mis dans des dispositions optimistes, et donc mes traitements ont fonctionné. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai une petite fille qui a des jolis petits cheveux bouclés et qui a 2 ans aujourd'hui. Et qui s'appelle Zoé, donc. Et qui s'appelle Zoé, oui. Bon, et alors, Caroline, qu'est-ce qui vous motive à chaque fois que vous allez voir un voyant? Alors, j'y allais, en fait, parce que je pense qu'il faut pas se mentir, c'est parce qu'on va pas bien. Oui. On a des questions. J'y allais souvent parce que j'étais seule. Quand on a entre 20 et 30 ans, on rencontre des gens... on a des ruptures sentimentales, le boulot, il y a des hauts et des bas. Donc en fait, j'y allais pour ça. Et puis j'y allais aussi, c'était quand j'allais avec mon ami Emmanuel voir ce médium à Toulon, c'était un grand plaisir. C'est des parties de rigolade, on va bien. Quand on sort d'1 heure de voyance, on est bien. On vous dit, c'est un mauvais moment à passer. Tout va s'arranger. Et même si ça s'arrange pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, on nous dit que ça s'arrange. Et donc... je pense qu'on prend la vie un petit peu différemment, et ça vaut tout cacher, ou c'est une séance de psy. Alors justement, c'est ça qui m'interpelle, c'est que quelque part, est-ce que effectivement le médium dans ces circonstances-là ne fait pas office d'un bon psy, mais sauf que c'est peut-être moins lourd de se dire qu'on va avoir un médium? Oui, tout à fait. Et puis on se dit qu'on va bien, mais qu'on a juste besoin d'une petite réponse à une question sur le moment. C'est moins porteur de conséquences, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'un psy nous invite à essayer, nous, de trouver les réponses à certaines questions que l'on pose. On est peut-être plus engagé aussi dans un rapport avec un psy qu'on ne peut l'être avec un voyant à qui on pose des questions en espérant avoir des réponses aussi qui vont aller dans le bon sens. Vous avez déjà entendu des prédictions un peu négatives ou pas, Caroline? Complètement, oui. On m'avait prédit le décès de quelqu'un de ma famille. Donc c'était une dame que j'étais allée voir à la suite d'une rupture sentimentale. Je voulais savoir s'il allait revenir ou pas. Bien évidemment, elle s'en est pas du tout occupée. Elle m'a clairement dit de changer d'horizon. Par contre, elle m'a annoncé le décès de quelqu'un et que j'allais beaucoup pleurer. Ma grand-mère est décédée dans les 2 semaines. Et comment on fait, Caroline, quand on nous dit écoutez, vos histoires d'amour, voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire, mais en revanche, vous savez que dans 2 semaines, vous allez sûrement avoir un gros chagrin, vous allez pleurer quelqu'un que vous aimez. Comment est-ce qu'on vit après ça? En fait, j'ai presque oublié, parce que les mauvaises nouvelles, je pense que quand on va voir un voyant, on veut pas les entendre.
On les met dans un petit coin de sa tête. Et puis, de toute façon, elle était malade, je n'y pouvais rien. J'ai bien évidemment pensé à elle quand elle me l'a dit. Et puis après, j'ai oublié parce qu'on se dit, enfin, en tout cas pour moi, quand on va voir des voyants, on veut des réponses positives. On veut quelque chose qui s'éclaire. Si le voyant vous dit, vous n'allez pas trouver de boulot, votre mari va s'en aller, votre enfant va être malade, c'est une catastrophe. On veut pas y penser, on veut pas y croire. On va voir quelqu'un comme ça pour vous dire, vous allez changer de travail, ça va être formidable. Vous allez rencontrer quelqu'un avec des amis ou lors d'un voyage. Donc vous êtes content. Et les mauvaises nouvelles, je les mettais un peu de côté. Je ne posais pas non plus de questions. Je posais très peu de questions sur la santé, par exemple. Je ne voulais pas savoir. Non. Alors, on m'avait dit que j'allais avoir 3 cicatrices sur le corps et j'ai eu 3 interventions chirurgicales. Non, mais en fait, ce que j'entends aussi, Caroline, et je vais me tourner là vers Jocelyn Morisson, mais j'entends une certaine lucidité de la part de Caroline quand elle va consulter. D'abord, bon, il y a des sujets qu'elle n'a pas forcément envie d'aborder, donc elle fait le tri quand même entre ce qu'on peut lui dire et ce qu'on peut ne pas lui dire. Et puis, elle a un certain recul aussi sur les raisons qui l'amènent à consulter un médium, Jocelyn. Il faut avoir ce recul justement pour garder sa faculté de jugement, de discernement, son libre arbitre. Il ne faut pas prendre tout ce que dit un voyant au pied de la lettre. Les voyants sérieux, certains considèrent que le voyant c'est pas sérieux, mais bon, disons qu'il y a des voyants sérieux et d'autres pas sérieux. Ils vont vous dire ça, ils vont vous dire faut pas prendre tout ce que je dis à la lettre. Il faut voir comment ça résonne en vous, qu'est-ce que ça éveille comme sentiment chez vous. Pour moi, le voyant, la voyante, c'est plus un guide qu'un thérapeute. Je pense pas qu'il faille considérer un voyant comme un thérapeute ou un gourou. C'est plutôt un danger, à mon avis, justement, de le voir comme ça. Pour moi, c'est un guide qui vous donne des informations sur votre parcours de vie. Et ce parcours de vie, c'est une initiation. Moi, c'est comme ça que je le comprends. On vient là, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi on vit. On se demande ce qu'on fait là, quel est le sens de notre présence ici. Est-ce qu'on a une mission? Est-ce qu'on a des choses à faire? Et voilà, donc, de ce point de vue-là, c'est une initiation. La vie est une initiation, sans forcément que ce soit quelque chose de très grandiloquent. Et donc, de ce point de vue-là, le voyant peut donner des indices qui permettent... c'est pas des indices, les 3 cicatrices, une petite fille aux cheveux bouclés. Oui, alors après c'est des choses très précises. Qui va mourir, on n'est plus dans l'indice. Oui, c'est sûr qu'après il y a des choses très précises et c'est d'autant plus troublant. Alors là, ça pose des questions très très profondes sur la nature du temps, effectivement. Et là, c'est sûr qu'on n'a pas de réponse pour l'instant à ces aspects-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous savez, le temps file sur RTL, plus le jet lag avec Caroline. Donc, Caroline, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. On va marquer une courte pause. Vous restez à notre écoute évidemment depuis Salem, hein. D'accord. Et puis je vous remercie vraiment, ça me fait plaisir ça m'a fait plaisir de pouvoir parler avec vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Donc aux États-Unis, vous embrasserez votre petite Zoé, d'accord? D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci Caroline. Au revoir. Et nous on se retrouve dans un instant avec vous, Jocelyn Morisson. Vous allez me raconter comment ça se passe quand même, parce que moi il y a 2-3 trucs qui me semblent complètement lunaires. Et avec vous, si vous composez le 3210 ou si vous allez sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Jocelyn Morisson, vous êtes donc journaliste scientifique, vous êtes l'invité des auditeurs d'RTL jusqu'à 16h. Nous venons d'entendre Caroline qui nous appelait des États-Unis, qui nous expliquait ces différentes rencontres avec des médiums, avec des voyants, puisque c'est le sujet que nous avons choisi d'aborder ce jour. Moi, je vous cache pas que j'ai des frissons quand j'écoute Caroline, que votre ouvrage est forcément troublant parce que c'est une véritable enquête que vous avez menée, mais ça me fait un petit peu peur, comme nous l'écrit aussi Joël sur Facebook. Alors, je voudrais qu'on revienne sur différents points qui ont pu vous marquer dans ce témoignage. Qu'est-ce que vous avez retenu du témoignage de Caroline? Son témoignage soulève la question de la façon dont on va se comporter quand on nous fait une prédiction et le fait que notre comportement il peut être influencé par cette prédiction. On peut encourager les prédictions en fait? Disons qu'on peut se comporter en tout cas en fonction d'une prédiction qu'on nous a faite. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, hein. C'est-à-dire qu'on va se comporter de telle sorte que finalement ce qu'on nous a prédit va se produire. C'est-à-dire que Caroline, quand elle a rencontré Rob, son mari, tout à coup elle s'est dit on m'avait dit un étranger qui parle pas français, qui ceci, qui cela, et voilà. Exactement. Rob. Donc ça, on peut dire que de ce point de vue-là, son comportement a changé et que du coup, elle a provoqué ça. Alors c'est une façon aussi de ramener ça dans le champ du rationnel et puis de dire la voyance n'existe pas. Hein. C'est un argument des sceptiques justement pour dire que tout ça c'est faux. Par contre, quand on lui dit vous allez avoir une petite fille, les cheveux bouclés à tel âge, etc. Là, effectivement, on est dans le domaine de la précision quand même. Et là, il faut bien reconnaître qu'on n'a pas d'explication rationnelle à ça. Alors après, on peut débattre sur ce qui est rationnel et ce qui n'est pas rationnel.
moi, ça me fait penser, j'ai entendu la semaine dernière une écrivain qui est en ce moment en train de faire la promotion de son livre qu'elle vient d'écrire sur Françoise Sagan. Je sais pas si vous avez entendu parler, donc c'est Anne Berest. Elle vient de publier une biographie, enfin elle s'est remise dans les pas de Françoise Sagan, qui a publié Bonjour Tristesse en 1954 et tout ça. Et j'entendais son témoignage sur des médias donc très très récemment. Et elle raconte qu'elle a été consulter une voyante parce que justement Sagan avait fait ça aussi. Et Sagan, on lui avait dit vous allez avoir un immense succès. Et donc Anne Berest raconte qu'elle va consulter une voyante et qu'elle lui dit voilà, je prépare un livre, est-ce que vous sentez quelque chose? Et la voyante lui dit oui, je vois que vous travaillez sur une femme qui était une femme très libre, qui vivait comme un homme, qui était voilà, comme ça, très très iconoclaste et tout ça. Et elle lui dit mais c'est Françoise Sagan. Donc quand elle raconte ça, Anne Berest dans différents médias, tout le monde lui dit, les gens s'arrêtent, quoi. Et pourtant, elle a assuré qu'elle était parfaitement sincère, et elle explique que son cœur s'est arrêté à ce moment-là, et ensuite, la voyante lui a donné tout un tas de détails, alors qu'elle lui a assuré qu'elle connaissait pas la vie de Sagan, mais peu importe comment elle pouvait savoir qu'effectivement elle travaillait sur Sagan. Donc, et la réaction d'Anne Berest sur certains plateaux de télé ou de radio, c'est de dire, et pourtant je m'intéresse pas à l'irrationnel. Donc le problème, c'est qu'est-ce qui est irrationnel? C'est la question que je vous pose à vous. Vous qui êtes scientifique et qui avez mené cette enquête. Pour moi, ce qui est irrationnel, c'est de penser que nous, misérables microbes qui vivons sur un grain de sable perdu dans l'univers, on peut comprendre l'univers. Oui. Nous, comment la partie peut comprendre le tout? Je veux dire, c'est une ambition démesurée. En même temps, c'est ce qui fait la grandeur de l'aventure humaine, bien entendu. Mais comment est-ce que nous, on peut prétendre accéder à l'ensemble des connaissances qui sont disponibles? Alors, je pense que ça, c'est très ambitieux. Comment font-ils, eux, justement, à leur niveau, ces médiums, qui ont peut-être ce truc en plus, ce petit truc en plus? Est-ce que, effectivement, ils vont exploiter chez eux un sens de l'autre, une connaissance de l'autre, une forme de manipulation aussi, finalement, des émotions? Je pense que les voyants savent pas vraiment comment ils font, puisque pour eux c'est un processus naturel. Donc ils se mettent dans un état de disponibilité. On peut dire que certains sont capables de lire dans l'inconscient, par exemple, de la personne qui vient les consulter. Ça ne fait que déplacer le problème, en quelque sorte. L'inconscient, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour eux, pour les voyants, est complètement naturel. Ça se fait sans appliquer réellement des méthodes. C'est plutôt quelque chose qui se fait naturellement. Alors Jocelyn Morisson, effectivement, ça peut sembler naturel pour eux, mais ils naissent pas avec une boule de cristal dans les mains, ils naissent pas avec un jeu de cartes, ils naissent pas avec, je sais pas. Ça, c'est la question du support. Voilà, c'est ça. Est-ce que la voyance diffère en fonction de la façon dont elle est Il y en a qui travaillent sans support. On parle de voyance pure. Donc là, je vous regarde et je vous dis. Voilà, complètement. D'autres ont besoin d'un support. Mais qui va plus être un instrument de confort en fait pour eux. D'autres considèrent que effectivement dans la boule de cristal il y a des choses qui vont se matérialiser, qui vont être visibles. Ensuite, quand on travaille avec des arts divinatoires comme le tarot ou le Yiking, qui est un art divinatoire chinois très ancien, on est dans des approches différentes. Le tarot, c'est quelque chose qui révèle justement les pulsions inconscientes du consultant. Il y a beaucoup de tarologues qui vont dire ça. Mais ça fait quoi alors? Expliquez-moi. Moi déjà je sais pas jouer au tarot, mais le fait qu'on retourne telle ou telle carte, c'est lié à ce qui est dans votre inconscient au moment où vous consultez. Il y a une correspondance avec mon inconscient. Voilà, c'est ce que et Freud s'intéressait beaucoup au tarot pour ça justement, parce que il estimait que les arcanes du tarot étaient en correspondance avec l'inconscient de la personne. Ensuite, Jung s'est beaucoup intéressé également au tarot et encore plus au Yiking, parce que pour lui il y avait des correspondances justement avec cette notion d'archétype, d'inconscient collectif, etc. Donc il faut émettre l'hypothèse que peut-être effectivement il y a des informations qui sont quelque part dans l'espace-temps, on ne sait pas encore où, et la physique est en train de bouger, les lignes bougent beaucoup en ce moment en physique, donc il faut supposer qu'effectivement il y a ces informations qui sont quelque part autour de nous et qui sont accessibles d'une manière ou d'une autre. Voilà, pour certains. On est obligé de faire cette hypothèse-là, pour certains. Alors, les arts divinatoires, ils existent depuis la nuit des temps, ils viennent de partout, vous parliez de la Chine il y a un instant, ça remonte à quand? Le Yiking, c'est un art plurimillénaire qui remonte à, je sais pas, au moins 4000 ans. On pratiquait la voyance dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, avec les oracles, la fameuse Pythie. On pratiquait les runes à l'époque, donc dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Voilà, donc ces arts-là, c'est presque la voyance, c'est presque le plus vieux métier du monde en fait. Ah, c'est celui-là, donc on cherchait. Il semblerait. Jusqu'en 1994, quand même, l'exercice de la voyance était un délit qui était prévu au code pénal, qui était condamné par une contravention. Comment la voyance est-elle perçue aujourd'hui dans notre société? On peut vraiment pratiquer la voyance sans risquer de se faire brûler comme à une époque?
Oui, aujourd'hui on risque plus d'être brûlé, mais c'est vrai qu'il y a encore un fossé énorme, puisque d'un côté, la science dans son ensemble nous dit c'est irrationnel, ça n'existe pas, c'est pas possible. Vous avez les religions qui disent c'est diabolique, il faut pas s'en approcher. Oui. Donc les gens sont pris entre ces deux feux-là, et finalement ils savent pas quoi penser. Donc c'est sûr que ça pose quand même des problèmes. Mais on peut pratiquer aujourd'hui. On peut pratiquer, oui. En toute liberté. Oui, bien sûr. Pratiquer en toute liberté. Les arts divinatoires, je crois, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Je veux dire, c'est colossal. Alors donc ça veut dire aussi que ça brasse énormément de profils différents, de charlatans, Il y a une possibilité, bien sûr, pour des charlatans de s'infiltrer là-dedans, en appliquant des techniques qui sont connues aussi, qu'on appelle lecture froide, lecture chaude, voilà. Le fait de pouvoir deviner, de faire croire aux consultants qu'on devine des choses sur lui alors qu'on l'amène à nous les confirmer. Donc il y a des techniques comme ça qui sont connues. Maintenant, je pense pas qu'on puisse se faire une réputation et une carrière de voyant en utilisant ces techniques-là. C'est pas possible, parce que d'autant plus que comme c'est pas institutionnalisé, la voyance, elle fonctionne par le bouche à oreille. Je veux dire, les réputations des voyantes et des voyants se font par le bouche à oreille. Donc il faut quand même qu'il y ait des éléments tangibles pour que les gens s'y retrouvent, quoi. Dans un instant, je vais vous lire le message de Christian, qui est l'un de nos fidèles auditeurs et qui s'est rendu sur Facebook pour participer à notre conversation. Nous parlons aujourd'hui donc de la voyance. N'hésitez pas, si vous avez consulté des médiums, si vous l'êtes vous-même, n'hésitez pas, appelez-nous 3210. On vous attend, à tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Moi, j'ai un petit peu peur de l'avenir. Enfin, j'ai pas peur de l'avenir, mais j'ai un peu peur de le savoir, en fait. Jocelyn Morisson, La Voyance, c'est votre ouvrage aux éditions de La Martinière. Vous avez fait une véritable enquête, puisque vous êtes journaliste scientifique. Juste avant de parler avec Nathalie, qui va nous raconter sa belle histoire, quand même, juste un message de Christian sur Facebook. La voyance, c'est comme la météo. Ce n'est pas une science exacte. Si on écoute bien, il y aura une averse ici ou là dans la journée. Et la voyance, eh bien, c'est pareil. Sur 60 millions d'habitants, il y en a au moins un pour qui ça tombera juste. Alors cette personne aura le droit d'y croire. Si les prédictions ne sont pas bonnes, il y aura toujours une excuse. Ce sera la faute quelque part du client, ou des astres et de la déclinaison magnétique, ou du tremblement de terre qui a fait bouger l'axe de la Terre, ou d'une comète qui sera passée trop près de la Terre, ou de la planète machin. Merci Christian pour votre message. Mais c'est vrai ce qu'il écrit, Christian, quand même, Jocelyn Morisson, quelque part. Moi, je suis un petit peu d'accord avec cette vision des choses. On mélange un peu voyance, astrologie et tout ça. Là, faut pas tout confondre non plus. Mais c'est vrai qu'il suffit d'une personne pour que ça marche. Oui, mais quand un voyant fait une prédiction, il le fait pas pour le monde entier. Je veux dire, il le fait pour quelqu'un qui est en face de lui. Donc, quand on a des choses précises qui concernent la personne qu'on a en face de soi, on peut pas dire que ça tombe par hasard. Oui, mais ça, c'est pour ceux qui y croient. Mais le nombre de personnes qui ont consulté et pour lesquelles ça n'a pas forcément porté ses fruits, il y en a aussi. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui vont consulter les voyants puis qui ressortent sans information. Ou en tout cas, il y a des voyants qui ont l'honnêteté de dire aussi, je ne vois rien. Alors, c'est ce que j'allais vous demander, justement. Vous ne me devez rien. Voilà. Alors, oui, parce que ça, c'est intéressant aussi. On reviendra sur les détails question techniques. Question de pratique et d'éthique. Mais est-ce qu'effectivement, c'est aussi une question de rencontre entre un client, entre guillemets, et un médium? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens dans lesquels on peut pas lire? En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de voyants, médiums. Effectivement, ils disent ça passe pas, j'ai pas d'informations. Dans ces cas-là, ils ont le plus souvent, il faut l'espérer, l'honnêteté de reconnaître que voilà, ils sont pas capables de donner l'information. Et dans ces cas-là, en général, ils disent bon, on arrête. Et voilà, et vous ne me devez rien. Donc il y a une éthique à respecter dans ces domaines-là. L'Institut national des arts divinatoires a mis en place une charte que certains donc respectent, d'autres non, parce que c'est pas bien, il y a pas d'obligation. Mais voilà, cette notion d'éthique, elle est fondamentale. Elle est au cœur de cette pratique-là, puisque cette pratique est pas encadrée. Il faut que ces gens-là s'auto-régulent en quelque sorte. Il y a de l'humain là-dedans. Il y a quand même de l'histoire. Il y a de l'humain. Il y a des familles. Puis ça peut causer des drames aussi. Mais exactement, ça peut aller très loin. Ça peut aussi causer des bonheurs. Il y a un instant, je vous parlais d'un message de Mathilde qui nous demandait si on changeait pas forcément notre quotidien, des habitudes, des façons d'être pour éviter ou pour encourager certaines prédictions. Alors effectivement, on s'est demandé s'il n'y avait pas cette prophétie auto-réalisatrice. On va en parler avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Flavie. Ah bah alors ça c'est incroyable cette histoire. On vous prédit un truc bien précis en plus. Je vais voir une voyante donc en 92, en début d'année, en mois d'avril 92. Et donc j'étais seule à ce moment-là, j'étais un peu désabusée aussi, j'ai 24 ans, donc toujours célibataire, un peu voilà. Donc j'ai pensé que quand elle m'avait vu arriver, elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, c'est vous allez rencontrer l'homme de votre vie. C'est un peu comme quand on vous dit vous allez gagner au loto. Vous voyez, c'est le rêve quoi, c'est le jackpot total quoi. Ça remonte le moral quand même. Voilà, donc j'ai dit, mais dites-moi, alors donc elle me dit, en fait voilà, il divorçait, deux enfants, il porte l'uniforme.
et il viendra de suite habiter chez vous. Et là, vous avez cherché tous les gendarmes de la région, tous les pompiers. Et alors, elle m'a dit, vous le rencontrerez au milieu d'une assemblée où il y aura beaucoup de gens, et vous serez avec une dame avec des longs cheveux blonds. Ouais. Et j'étais pas là pour elle m'avait dit mercredi, jeudi, vous voyez, donc en plus, elle m'avait prédit le jour. Donc moi, ce jour-là, je m'habille très bien, faut jamais, si j'en contente de ma vie, que je sois quand même très bien habillée, parce que jolie. Je comprends. Et puis rien ne se passe, hein, ni mercredi ni jeudi, rien ne se passe. Donc le week-end qui arrive, je sors avec une amie, c'était prévu depuis très longtemps. Nous sommes dans un piano-bar qui s'appelait le Saxo, qui était très connu sur la zone Sanary-Bandol. Et cette dame, bien sûr, a des longs cheveux blonds. Mais bon, au moment, j'ai pas percuté, rien du tout. Ça, vous n'êtes pas allé la coller en vous disant, ça y est, c'est la bonne, il va peut-être se passer un truc et tout? Non, c'était une amie. Oui, d'accord, mais bon. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à elle. Oui, c'est ça. Blond, j'avais pas pensé à elle, en fait. Donc, on va danser avec elle, et puis il y a un monsieur qui est là et tout. Puis bon, on commence à lier connaissance, tout ça et tout. Et il me demande si je suis mariée ou si je suis célibataire. Donc, je dis, célibataire. Je dis, et toi? Il me dit, mais moi, je suis divorcée avec 2 enfants. Alors déjà, ça m'a fait un dong. Ah oui. Ah non, c'est quand même pas lui. Donc après, j'ai appris par la suite qu'il était marin. Donc bien sûr, portait l'uniforme. Oui. Voilà. Et il est venu habiter chez moi pratiquement, on va dire, 15 jours après, puisqu'il était sur le bateau. Donc du coup, c'était bien plus facile de venir habiter chez moi que d'aller le voir sur le bateau, quoi. C'était impossible, quoi, du coup. Mm-hmm. Et donc, moi, si vous voulez, moi, j'ai rien fait pour que ça marche avec. Voilà, c'est ça. Vous avez presque tout fait pour l'éviter, en fait, hein. C'est ça. En fait, voilà, j'ai rien fait pour que ça marche. J'étais odieuse dans tous les sens. Je veux dire, j'ai pas été sympa du tout. Pour voir jusqu'où lui pouvait tenir, peut-être. Hein, je sais pas. Mais inconsciemment, je voulais pas y croire que c'était lui. Et ça fait combien de temps qu'il tient, justement? Eh ben, ça fait 22 ans qu'il tient, Jean-Luc. C'est génial. Bon, l'histoire est quand même très jolie, Nathalie. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour contourner finalement ce que l'on vous avait prédit, et ça fait 22 ans que. Voilà. Donc moi, je crois sincèrement, j'y crois. Quand c'est écrit, sincèrement. Je suis certaine. Bon. Eh bien, écoutez, Nathalie, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Je vous ferai écouter cette petite intervention à Jean-Luc en allant sur rtl.fr, le podcast. En ce moment, il est pour le 6 juin, donc il exactement. Là-bas, donc le fameux d'idée. Eh ben, on l'embrasse en tout cas, Jean-Luc. Je vous remercie, Nathalie. À très bientôt. Merci. Bonne journée, Flavie. Au revoir. Vous écoutez RTL. RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Quelle jolie histoire que celle de Nathalie et de Jean-Luc qui peut-être nous écoute de son bateau. Voilà. Jean-Luc, quelle chance vous avez eu quand même ce jour-là, le jour où vous avez rencontré Nathalie. En plus, une voyante vous l'avait prédit, dites donc, dans les 3 jours. Alors c'est quand même incroyable quand on écoute ce que nous dit Nathalie Josselin-Morisson, parce qu'elle nous dit, voilà, la voyante m'a dit, dans 3 jours, vous allez rencontrer un homme en uniforme. Qu'est-ce qu'ils voient, les voyants, concrètement? Parce que je vois qu'on fait une émission passionnante, mais en même temps, bon. C'est étonnant, justement, qu'il y ait une prédiction aussi précise en termes de temps, parce qu'en général, moi, les voyants que j'ai rencontrés, que j'ai interrogés, disent qu'ils ont du mal, justement, à situer dans le temps, en fait, ce qu'ils voient. Certains disent, je vois, en couleur, quand c'est proche dans le temps, et en noir et blanc. Mais ils voient des images, vraiment? Oui, alors il y en a qui voient comme des séquences de films, plutôt courtes, des images fixes ou des petites séquences comme un extrait de film. D'autres ont simplement des ressentis, des impressions, des voix aussi, parce qu'on parle aussi de clairaudience. On peut entendre des choses. Il y a plusieurs types de ressentis, en fait. Hein. Il y a pas une façon unique de percevoir, mais ça va aussi avec un ressenti qui est de nature émotionnelle, en fait, chez la personne qui est voyante, qui est sensitive. Donc il y a aussi ça passe pas uniquement par des images et des sons, ça peut aussi passer par des ressentis intérieurs, où la personne est en empathie, en fait, avec le consultant, la consultante. Donc ça prend diverses formes, en fait. Mais souvent, enfin, moi, les témoignages que j'ai eus, souvent, les voyants disent, c'est très difficile de situer précisément dans le temps une information qu'on reçoit, parce que le temps, on sait pas ce que c'est, ça a une nature très 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 fugace. Et voilà, donc on peut dire que quelque chose va se produire dans l'avenir, mais on sait pas du tout à quelle échéance. Et effectivement, des choses qui ont été prédites à un moment donné peuvent très bien se produire finalement 3 mois, 6 mois, voire 2 ans après. Alors après, on peut dire évidemment c'est facile puisqu'on va faire correspondre la prédiction, mais en tout cas les voyants qui ont l'honnêteté de le dire, je trouve que c'est plutôt une qualité de leur part. Alors c'est vrai qu'à chaque fin d'année, vous savez, on a toujours des prédictions de voyants, de renom ou pas de renom, sur les événements qui vont se produire l'année suivante. Et là, pour le coup, c'est une projection dans le temps. On est bien d'accord. C'est-à-dire en 2014, il se passera ça. Ça fait souvent ricaner quand même quand ça ne se produit pas. Alors c'est quoi ça? On a affaire effectivement à de véritables erreurs ou quelque part. Ouais, il y a des erreurs. Forcément, il y en a qui se trompent. Bon, certains veulent
veulent aussi prendre le risque, voilà, parce qu'ils se disent si ça marche, ça me donnera beaucoup de notoriété. Même si ça marche pas, c'est quand même. Il faudrait faire un travail très très rigoureux pour voir justement ce qui a été prédit, parce que ça, des prédictions comme ça, il y en a depuis très longtemps, hein, au 20e début. Mais les présidents de la République, on le sait, hein. Consulter des voyants, des voyants, des astrologues ou ce genre de choses, tout à fait. Ça fait partie de la société, hein, mais voilà. Non, mais justement, si je vous parlais de ça, c'est qu'à un moment donné, quand on se rend compte que les prédictions ne sont pas les bonnes. Oui, voilà. Il faudrait faire. Pardon, mais là, ça, forcément, ça va nourrir l'argumentation des sceptiques que nous pouvons être. Pardon, c'est ça que je voulais dire. En fait, il faudrait faire le travail a posteriori pour voir ce qui a été prédit, qui s'est réalisé, qui s'est pas réalisé. On peut pas. Il faudrait faire après des statistiques et on s'apercevrait peut-être qu'en fait beaucoup de choses ont été finalement prédites. C'est difficile. Après, des charlatans, oui, il y en a. Ça, c'est sûr. Beaucoup de voyants, comme je le disais, ont une pratique et une éthique de leur pratique qui consiste à dire notamment ne faites pas de votre voyant un gourou, une star, un dieu, quoi que ce soit. Ne consultez pas trop souvent. Si vous avez des informations importantes qui vous ont été données, ne revenez pas avant 6 mois, 1 an, etc. Donc voilà, des gens qui vous réclament beaucoup d'argent, tout ça c'est des critères. Tout ça c'est des critères. Alors ça c'est variable. J'ai pas de chiffre en tête, mais c'est sûr que ça fait. C'est 20 €, 600 €, c'est parfois je sais pas, c'est plutôt, j'imagine, entre 50 et 100 €, ça dépend. Ça dépend de la durée, ça dépend du type de pratique. Il y a tous les cas de figure, en fait. Et juste très rapidement, pour ceux qui nous écoutent, la voyance par téléphone, c'est vraiment quelque chose, là pour le coup, qui s'inscrit dans les arnaques. C'est difficile, parce que c'est plus susceptible de donner lieu à des arnaques, oui, je pense. Donc méfiance quand même, on est d'accord. Oui, il faut se méfier de toute façon, de façon générale. Hein. C'est sûr qu'il faut rester prudent. On sait qu'il y a des abus dans le domaine de la voyance par téléphone, ça c'est connu, hein, parce qu'on n'a pas forcément un voyant au bout du fil. Hein. Mais voilà, c'est ça. On va se retrouver dans un instant justement, parce que je vais conseiller votre ouvrage à ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la conversation. Je vous parlerai également du programme de demain. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Voilà, pour ceux que la conversation intéresse, en tout cas qui veulent la poursuivre, je conseille donc l'ouvrage de Jocelyn Morisson, La voyance, une enquête aux frontières de l'occulte, aux éditions La Martinière. Un ouvrage très intéressant et en même temps un peu flippant parfois. Pardon, mais c'est vrai, ça nous ouvre quand même sur un univers qui nous est... Ça peut être effrayant, mais il ne faut pas avoir peur parce que la peur, c'est le frein justement universel. Bon, eh bien merci beaucoup en tout cas Jocelyn Morisson d'être venu dans cette émission. S'il est une chose dont on peut avoir peur aujourd'hui, c'est la rumeur. Et on a décidé d'en parler demain avec les journalistes Franck Cognard et Mathieu Aron qui seront dans ce studio. Oui, la rumeur néfaste, dévastatrice parfois, que plus rien n'arrête depuis l'avènement des réseaux sociaux. Alors pourquoi est-ce qu'on accorde toujours quelque part un certain crédit à la rumeur? Comment la rumeur se construit-elle? Quel est son pouvoir de nuisance? 3210 si vous souhaitez réagir à ce sujet, si vous avez été vous-même victime de la rumeur. À demain à 15h en direct sur RTL. Merci pour votre fidélité et tous vos messages et votre enthousiasme au sujet de cette émission. Tout de suite, voici Philippe Bouvard et les grosses têtes qui, comme tous les mercredis, sont littéralement en folie. Je vous embrasse, à demain.